On reprend. Kevat, en bas. En bas. Kevat, Oved, Kochavim, Veshen, Evela, Réseau, Asura. C'est-à-dire le Keva, Rashi explique. C'est le petit lait que l'on trouve dans un animal qui est mort sans shrita. Alors, la deuxième version, c'est que Kevat Ovet Koravim, Veshen Nevela Ovete, c'est une seule proposition. Et que cette Mishnah nous dit que le fait que le lait, c'est-à-dire un veau, a tété de sa mère. Le goy fait l'abattage du veau, et on récupère dans les entrailles du veau du caillé. Alors, la version finale de la lecture de cette Mishnah, c'est que ce caillé étant dans les tripes d'un veau qui est mort sans shrita, de Nevela, donc, ce caillé n'est pas cachère. Mais la Gemara, Kuf Tetzaïn Amoudbet, rapporte la Mishnah dans le traité Avodazara d'Aflamed E, où on voit là-bas que la première thèse de Rabbi Yoshua était de dire que c'est pas cachère, mais Rabbi Ishmael lui objecte et lui dit mais non, c'est cachère. Et Rabbi Yoshua revient et dit, Rabbi Yoshua dit que donne une autre explication là-bas à la Mishnah. Donc il y a eu deux thèses. Est-ce que le caillé dans des tripes Nevela, ça donne un statut de Nevela ou non? La première thèse, c'est que c'était pas cachère. Et ensuite, la Mishnah revient de ça et dit que c'est cachère. Et que ici, la version de la Mishnah était selon la première version. Ce étant, on voit maintenant, on va voir dans Amoud Bet, la Mishnah en haut. Kshera she'alka min hatrefa. Kshera, c'est vrai, monsieur, vous voyez? Kshera. On n'est pas dans le texte. Là, Kshera, là. Kshera, she'alka. Oui. Merci. Le dernier mot, Kshera. Un kshera, un animal cachère, donc un veau cachère. Chez Yanka Minatrefa, qui a tété d'une vache tréfa. Ensuite, on fait la shrita du veau et on trouve dans ses tripes le lait caillé qu'il a tété d'une vache tréfa, asura. C'est interdit. Tréfa, chez Yanka Minakshera, maintenant, tu as un animal tréfa, c'est-à-dire un veau tréfa, qui a tété d'une mère qui est cachère, qui n'est pas tréfa. On fait la shrita de la tréfa, on fait la shrita du veau, on se trouve qu'il est tréfa, et à l'intérieur il a du caillé. Le caillé est cachère, mipne chez Kanous Bemaya, parce que le lait est intégré dans ses entrailles, il est comme posé dans ses entrailles et n'a pas reçu du sucre suffisamment des entrailles pour rendre pas cachère. Regardez, il faut comprendre le sujet. Tu as compris le sujet? Il y a plusieurs cas. Non, mais là, tu as compris ce sujet? Bien sûr. Tu as bien sûr? Non, tu n'as pas compris. T'as pas compris. Même sous la torture, je dirais que tu n'as pas compris. Je reprends. Il faut le choix. Tu as un veau qui tète d'une vache tréfa. D'une vache, on sait elle est tréfa. Alors, le lait d'une vache tréfa n'est pas cachère. Maintenant, vous allez me dire,
le lait Candia, le lait Lactel, le machin, le lait Bridel. Comment je sais que ça va pas d'une vache tréfa? On a répondu à ça la semaine dernière, que le rove des animaux sont cachers, ne sont pas tréfas, et on va d'après le rove, la majorité. OK. Maintenant, nous savons que cette vache, elle est tréfa. Elle a une lésion qui la rend tréfa. Tu as un veau, il tête de la vache tréfa, on fait la shrita du veau, fait la shrita du veau, le veau, il est cachère, c'est pas tréfa, et à l'intérieur, il a du caillé de vache tréfa, c'est pas caché. Je peux questionner ou pas? Je crains le pire. D'accord, alors allons-y directement dans le pire. Je pensais, dans ma bêtise ou ma naïveté, tu vois, par prétérition, j'avance sur les insultes. Je pensais que la question de la cache-route se posait à l'égard de choses qui sont des aliments. Est-ce que le caillé qui se trouve dans la panse du veau est un aliment? Pourquoi on le considère Ouais. comme un aliment et on se pose la question de la cache-route avant de le Oui, définir comme aliment? Oh, je sens la liste d'insultes qui sort fourmille sur les lèvres là. non, non, c'est une bonne question. Mince alors. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si tu veux, c'est du lait caillé. Le lait caillé, c'est un aliment. Ou enfin, c'est du lait caillé qu'on allait chercher dans l'estomac de la bestiole quand même. Ben, Tu vois, oui, ok, c'est du caillé. les acides Je- lactiques. Est-ce que les non, Ah, acides... je crois que les commentaires soulèvent ce que tu dis, hein. et c'est pas parce qu'on s'en sert pour faire du fromage. Et on s'en sert aussi pour faire du fromage. Donc Mais donc on va le consommer à terme. Non, on va se servir de la panse pour faire oui, de la panse pour faire du fromage. oui. Mais nous avons vu. euh, euh, d'accord, regarde, D'accord, c'est c'est une une, question, mais c'est pas le sujet du jour. non, non, c'est bien, c'est très bien, mais c'est considéré un aliment. C'est pas un résidu. C'est D'accord. vrai que tu as des choses qui sont des résidus, qui sont pas mangeables, et il n'y a pas de problème de cache-route. D'accord, la prochaine fois Euh, que je voudrais faire un par toast, je vais exemple, chercher un... par exemple, un placenta n'est pas considéré un aliment. C'est-à-dire Oui, du on avait vu ça. placenta shalom, du placenta d'ânesse. Je ne sais pas, par exemple, on pourrait récupérer du placenta d'ânesse pour en faire des bonbons. Peut-être que ce serait cachère, tu vois, un bonbon hein, Oui, bien sûr. créma, du bonbon créma, Crème à et Bilam. dans la composition placenta d'ânesse, Crème à Bilam. il n'y a pas de problème, je crois. Tu n'es pas obligé de manger, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de cache-route. C'est parce que, non, mais je reprends ce que tu dis, Marc, c'est tout à fait bien, que quelque chose qui n'est pas un aliment, qui n'est pas un aliment. Je prends un exemple. Euh, je ne sais pas si c'est encore d'usage, mais tu avais des gens qui avaient, par exemple, des diarrhées, ils prenaient euh, du, des eaux carbonisées, hein. Ça existe, ça, non? Carbonique, carbonique. Ça Oui. existe, monsieur Jonathan? Du Oui, charbon, du charbon. Oui, Il y a charbon des actif, oui, charbon Ah, actif. oui. charbons Charbon actifs, actif. mais des cas de diarrhée, non? Oui. Qu'est-ce que Oui. j'ai mangé ce soir de Alors, truc? ce charbon actif, il peut être à base d'eau carbonisée, non? Des os. Il y a une époque, il y avait les momies brûlées, mais ça, c'est un truc, c'est autre chose. Oui, oui, ah non, oui, de quoi tu parles? Parce que les décisionnaires parlent de ça. Tu fais référence à quoi? Les momies brûlées? C'est pas du tout, c'est un peu hors sujet, mais je veux pas. J'ai j'ai lu un petit bouquin de Gare écrit par Ambroise Paré lui-même. Je pensais que c'était un truc médical. Chaque page du livre parle des Juifs.
contre. Ambroise Paré, Oui, 16e siècle. oui. Je Oui. pensais lire un truc pour me détendre. Toutes les pages sont antisémites. Non. Bah, si, Toutes. toutes. Oui, toutes. Les Juifs ont importé cette technique. C'est la chloroquine de l'époque. Hein, c'est le truc qu'il fallait critiquer. Bon, sans doute à juste titre, hein, mais c'est la faute des Juifs si en France on consomme de la poudre de momie, c'est une catastrophe, etc. Oui, alors c'est très intéressant, parce qu'Ambroise Paré, si je ne m'abuse, bonjour Nathan, ça va? Ouais, Je suis en retard, je ne pouvais pas m'écrire. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que tu sois là, avec nous. Alors, oui, alors c'est très intéressant, parce que si je ne m'abuse, Ambroise Paré est à l'origine de la médecine moderne, hein, la chirurgie, machin. Bien. Et à la même époque, il y a un décisionnaire que je cite souvent, qui est un des très très grands de notre tradition, qui s'appelle Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz, qui est un de ceux qui ont été expulsés d'Espagne. Et à la suite de pérégrinations, il est arrivé en Égypte. Il a été, comme c'était une grande sommité, nommé grand rave d'Égypte. Donc vers 1550. 1540, ok. Et là-bas, les Juifs faisaient du commerce de momies parce que les gens, ils mangeaient la momie quand ils avaient des infections. Et justement, c'est Marc Lipskier, là, notre ami en Zoom, fait référence à ça, je pense, à Marc, n'est-ce pas? À propos de Or, quoi je fais référence à ça? on avait étudié ça, Oui. que un des cas de jurisprudence, c'est est-ce que la momie, c'est cachère? Conclusion de Rabbi David Ben Zimra, et cette conclusion et tout ce responsa est une des sources fondamentales sur l'analyse des médicaments à base de choses pas cachères, que des corps transformés qui en soi ne sont pas des aliments. C'est pas des aliments. Ça devient un corps transformé, pas mangeable en tant que tel, mais on le prend en tant que thérapeutique, même si à l'origine c'est pas cachère, eh bien, la notion pas cachère ne s'applique pas, parce que c'est des corps transformés. Donc, pareil, D'accord. Parce Donc, que donc là, dans notre hypothèse, on suppose que le caillé qui se trouve dans la panse du veau qui a tété de la vache tréfa, c'est un aliment. c'est un C'est aliment. ça la Voilà, supposition de base. c'est ça la conclusion. Donc c'est un aliment, oui. parce que c'est justement ce que vous avez dit c'est pas transformé, ça a été Oui, c'est du caillé, déposé. c'est tout. Alors oui, mais regardez, C'est- ici c'est extrêmement important. Encore une fois, la Mishnah nous dit la chose suivante. Tu as un veau qui a tété d'une vache tréfa. On sait que cette vache, elle n'est pas cachée. On fait la shrita du veau. Ce veau est cachère. À l'intérieur de lui, il y a du caillé qu'il a tété d'une vache tréfa. Ici, c'est une source fondamentale d'Afkouf Tetzain Amoulbet, que le lait d'un animal tréfa est tréfa. Donc c'est une référence. Bien. Deuxième cas, maintenant c'est le contraire. Tu as un veau qui a tété d'une vache qui n'est pas tréfa. Qui a tété d'une vache cachère. On fait la shrita de ce veau, et on voit que ce veau est tréfa. Le caillé qui est dans les tripes de ce veau tréfa est cachère. La Mishnah nous dit Areu kanus bemaea. Kanus bemaea, ça veut dire il est posé dans ses tripes. Kanus bemaea, il est posé dans ses tripes. Or, en vérité, on peut contester, puisque comment le lait est devenu caillé? Il a figé avec l'estomac du veau. Il a Avec il a sucre fondu acide. avec l'estomac du veau. Il s'est Voilà, caillé. le sucre, La température. la température, le sucre gastrique du veau pas cachère a transformé, somme toute, ce lait en caillé. C'est la le présure caillé tréfa. cachère. Bos, La présure tréfa. la présure tréfa. Hein?
Eh bien, néanmoins, la Mishnah nous dit que c'est kasher. Donc, c'est quand même innovant. Hein, c'est pas du En tout cas, tout c'est intuitif. mystérieux. C'est comme si la Mishnah nous disait qu'il y avait une sorte de C'est- neutralisation du veau. Comment? C'est comme si la Mishnah nous disait qu'il y avait une neutralisation du statut juridique du veau. C'est bizarre. C'est trop compliqué ce que tu dis là. Non, c'est pas Disons, compliqué. c'est hyper Tréfa, compliqué. tréfa pour le veau, c'est un statut juridique. D'accord? Non, mais le veau, il est très fort. D'accord, mais on a deux hypothèses. Il y a une hypothèse où il l'est et une hypothèse où il ne l'est pas. Non, non, mais là, on parle de du deuxième cas. C'est un veau qui a tété d'une vache cachère. On fait la shrita du veau. Il se trouve que le veau est très fort. Eh bien, le lait caillé est Et cachère. cachère. Comme si le veau avait été cachère et pas tréfa. Vous le dites, il a quand même subi une transformation du fait de ce veau pas cachère. Alors, au contraire, c'est une raison pour dire que c'est pas cachère. Et néanmoins, c'est cachère. Ok. Regardez maintenant, la Gemara va analyser ça. Tout ça, c'était pour. On est d'Af. Kouftet Zayin Hamoud Bet au milieu de la page. Ah ouais, est-ce que juste avant d'avancer, je peux demander pour les sucres ce que c'est en fait? Le sucre. C'est quoi? Ce sucre. C'est quoi le sucre? Le sucre. Non, mais Regarde, regarde. même à la Des fois, tu manges, toi, quelque chose. Tu manges des fois? Ouais, t'as mangé là, la khalva. Ok. Alors, la khalva, elle va dans ton ventre. Comment la khalva, elle va devenir ton corps? Ton corps, c'est la khalva que tu as mangée. Eh bien, les transformations à l'intérieur de l'estomac, à l'intérieur de l'estomac. Non, mais dans l'estomac, tu as un genre d'acide extrêmement acide qui dissout. Subgastrique. Voilà. Non, mais j'ai besoin de savoir aussi par rapport à la halakha, pourquoi ce serait un problème. Parce que vous avez l'air de dire plus. Ce sucre-là, ce sucre gastrique, comme dit monsieur. Il est très familial. Alors, c'est ce que monsieur Marc Lipsker dit. C'est ça que je demande. Est-ce que le sucre a un statut de tréfa? Le sucre n'a pas un statut de tréfa. C'est ce que tu dis, Marc, Voilà, n'est-ce pas? Moi, je ne dis plus rien. Je sais... Quoi? Non, je suis toujours là, mais je ne dis plus rien. Comment? Je suis toujours là, mais je ne dis plus rien. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je ne dis plus rien? C'est une bonne question, ça. Non, répète. C'est une bonne... Non. Ce que je disais, c'est que il y avait comme un processus de neutralisation du statut juridique du veau. Tu vois, si le veau avait été cachère, le cahier aurait été cachère. Le veau est tréfa. Le veau est tréfa, néanmoins, le cahier est cachère. On considère que le cahier, il ne fait pas partie du veau. Donc on neutralise la question. Donc on neutralise la question du veau. C'est ça que je dis. On dit que c'est pas le veau qui est important, c'est la mère. C'est deux entités, quoi. de la mère. Mais pourquoi tu me dis non alors que tu dis la même chose que moi? Non, oui, non, si tu veux, c'est que ce qui ressort de la discussion avec Netanel ici présent, c'est que le contact, en vérité, c'est un débat. La première proposition était que le keva d'un animal pas cachère, le cahier qui est dans les entrailles d'un animal pas cachère n'est pas cachère. C'est un débat. La première proposition est que ça a le même statut que l'animal où c'est. Le deuxième proposition, et c'est ce que toi tu dis, Marc, c'est que c'est indépendant. Quand tu dis on neutralise le statut du veau, c'est indépendant du statut du veau. Ok. Ça, c'est la deuxième proposition. On a en quelque sorte décollé le statut juridique. On a en quelque sorte décollé le statut juridique du processus physiologique. Ok. Oui, mais ce processus physiologique vient de quelque chose qui n'est pas mangeable. Parce que le sucre gastrique n'est pas un aliment. Bien sûr. C'est pas un aliment. Ok, on y va. Alors maintenant, on prend la Gemara. Kshera shalka mina trefa.
un veau cachère qui a tété d'une vache pas cachère, etc. Et on a vu la deuxième proposition qu'un animal tréfa qui a tété d'un animal cachère, le caillé est cachère. Via Katane Recha, mais on enseigne dans la première partie, Kevat Oved Kochavim Veshen Nevela Arezo Asura. Mais dans la première proposition, on te dit que le caillé d'un animal du Goy ou d'un animal Nevela, le caillé est interdit. Est interdit. Est interdit. Donc, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Vous voyez bien la contradiction? Oui. Ceux qui ne voient pas la contradiction, je m'énerve. Bien. Amar Rav Chisda. Rav Chisda, il dit Recha nire keochen nevelot. Acha ika shrita. Alors, Rav Chisda lui dit, donc, si vous voulez, le chose, c'est donc la première lecture est la suivante. On voit de la deuxième partie de la Mishnah un animal tréfa qui a tété d'une vache cachère. On fait la shrita du veau et on se trouve que ce veau est tréfa. La Mishnah nous dit le caillé est cachère parce que le caillé est déconnecté de l'animal dans lequel il est. Ah, mais tu as vu la première proposition, on nous dit que j'achète un animal du goy. Ouais, non, il y a un animal du goy, j'achète une nevela du goy, et dans les tripes de la nevela du goy, il y a du caillé. Le caillé n'est pas cachère, donc on dirait que le caillé a le statut de la nevela. Donc c'est une contradiction. Rav Chisda dit non. En vérité, quand j'achète, j'ai un animal du goy et je récupère le caillé c'est comme si je mangeais de la nevela. Tandis que moi j'ai fait la shrita du veau et à l'intérieur je vois que l'animal est tréfa, il y a du caillé, mais finalement j'ai fait la shrita. Donc j'ai pas l'impression de manger vraiment d'un animal pas cachère. Ça c'est la première explication. Alors, regardons Rashi. Rashi, c'est la 6e ligne avant la fin de la page. Vakatane Recha mentionne dans la première partie Kevat Nevela Sura. Ve'adar Katane, ensuite on sait Kevat Trefa Muteret, ensuite la Kevat de la Trefa c'est permis. Des Katane Trefa, bon, c'est ce qu'on a dit oralement. Réponse. Ikashrita velo meissa kule aïke nevela. C'est-à-dire que dans la deuxième proposition, il y a un veau, je lui fais la shrita. Ok, je vois par exemple qu'il a un problème dans ses poumons, il n'est pas cachère. Mais l'omeissa kule aïke nevela, c'est pas aussi dégoûtant qu'un animal pas cachère. Veisurenkan, l'obazo velobazo. Il n'y a pas d'interdit ni dans l'un de l'autre. Des cadets mipne, shekomema, ne saf umamea minacherim, velo meshelatzma. C'est-à-dire, étant donné que tu as fait la shrita du veau, maintenant tu trouves qu'il est très fort, mais c'est pas complètement, c'est pas un statut, le statut de tréfa, le statut de nevela, c'est pas le même statut. Donc, étant donné que le lait, finalement, il est déposé dans ses tripes, on permet. Parce que quand l'animal est nevela, ça paraît plus grave. Donc, c'est dégoûtant, on ne te permet pas. Ça, c'est la première proposition. C'est quand même d'une rigueur juridique douteuse. Comment? C'est quand même d'une rigueur juridique douteuse. C'est douteux, c'est pour ça que Rava va lui dire la chose suivante. Très bien. Amarlo Rava, Velav kol dechenu.
Mais raison de plus. Uma nevela de meissa, de isharita le kevata, lo atel michal mina, amarta lo treflo, trefa shruta, de isharita atel michal mina, lo kol sheken. Il dit pédagogiquement, dit Rava, c'est complètement la tête à l'envers, comme dirait l'autre, nous marchons Sur le kevat, sur la tête. sur le cahier. Nous marchons sur la tête. Il dit, regarde, si déjà la nevela, dont on a bien l'impression que c'est grave, eh bien, si tu lui permettais le cahier, on n'en viendrait pas manger de la nevela. Mais la tréfa, quand on fait la shrita, donc ça paraît moins grave. Si tu permets le cahier, raison de plus qu'on risque de manger de la tréfa. Donc c'est pas une bonne pédagogie De la tréfa de l'animal tréfa. Et là, Marav Yitzhak, et là, on est dans un point extraordinaire du Talmud. Et là, il faut un moment d'émotion, un moment, je dirais, une minute de silence. Oui, on peut même faire une pause sur l'argument précédent. Excuse-moi, je suis à ton écoute, mais après avoir vu la phrase de Gemara. Et là, Amar Rav Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, la kashia. C'est pas une question. Kan kodem chazara, kan achar chazara, ou Mishnah lo zaza mimkoma. C'est-à-dire que nous avons vu jeudi jeudi qu'il y avait un débat justement sur le cahier du lait kasher à l'intérieur d'un animal pas kasher. En vérité, c'est le même statut qu'on a trouvé du lait kasher à l'intérieur des tripes d'un animal nevela et du lait kasher à l'intérieur des tripes d'un animal tréfa. Mais au départ, on pensait que c'était pas kasher. Et après, on est revenu en pensant finalement que c'était kasher. C'est-à-dire, il y a des sujets, En balance. comme beaucoup de sujets dans la halacha, qui sont on a dit au fil du temps, on dirait quantique. Nethanet, tu comprends ce que je veux dire? Quantique. Quantique. C'est oui ou Mais quantique, ça veut dire pas C-A-N, mais Q-U-A-N-T-I-Q-U-E. C'est-à-dire que tu as des sujets, comme on dit, tu peux voir blanc, tu peux voir noir. Alors, à un moment, le Talmud a pensé que ce n'était pas cachère, et après est revenu penser que c'était cachère. Mais la première thèse n'a pas été rejetée complètement. C'est la deuxième thèse qui reste dans la conclusion, mais la première, on l'a pas basée. Vous parlez d'avis différents ou pas? Comment? Quand vous parlez de ça, vous parlez d'avis différents ou pas? Non, même pas. Ah, ok. Même pas. Regardez, je l'ai dit, je crois, jeudi. J'ai cité le Radbaz tout à l'heure. Le Radbaz est un des géants de notre tradition, bien qu'il soit peu connu, mais je milite pour réhabiliter le Radbaz. Il fait un commentaire systématique sur le Mishneh Torah de Rambam. Il y a des contradictions à l'intérieur de Rambam, dans le Mishneh Torah. Alors, beaucoup des commentaires essaient de dire, oui, mais ça ne parle pas du même cas, etc. Rambam Aboudissera, machin, bidule. OK. Il y a un cas qui n'est pas le cœur du sujet, mais qu'on a étudié à un moment ou un autre, où Rambam, dans les halachot Talmud Torah, donne une conclusion, et dans les halachot Gzela Vaveda donne une autre conclusion. Alors, tous les commentateurs disent oui, peut-être que le manuscrit qu'on a n'était pas le bon, etc. Alors, Rabbi David Ben Zimra, le Radbaz, dans son commentaire, il dit que Rambam, quand il a rédigé les halachot Talmud Torah
Il pensait comme ça. Et quand, des années après, il a rédigé, dans la suite du Mishneh Torah, l'Halachot Gzela Vaveda, il a pensé autrement. Il a donné une autre conclusion. Mais alors, il avait qu'à corriger rétroactivement ce qu'il avait mis dans la Talmud Torah. Non, parce qu'à ce moment-là, il pensait que c'était bon. Est-ce que vous comprenez? Regardez, là aujourd'hui, si vous comprenez ça, vous comprenez ça, si vous voyez le mécanisme de ça, ça sera un grand pas pour le judaïsme. Non mais vous croyez que je blague? C'est pas une blague. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Personnellement, j'écris plusieurs livres. Dans le troisième livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le monde commence, j'ai donné une lecture, justement, d'un Rambam dans la Halachot Ishud, les lois du mariage. Une lecture que j'étais absolument convaincu de cette lecture. Et j'ai enseigné pendant des années. Et après l'avoir enseigné des années, j'ai écrit cette lecture. Les années passant, je me suis rendu compte, en étudiant dans un autre passage complètement de Rambam, qu'on pouvait comprendre le Rambam que j'avais expliqué, que j'avais écrit dans le livre, de manière complètement différente, et qu'il est possible que je me sois trompé. Il y avait quand même une notion de. Est-ce que le livre, je le mets au pilon ou non? Non, Je ne parle pas de pilon de poulet, mais le pilon de livre. dommage, on l'aurait fait frire. Comment? Je dis dommage, on l'aurait fait frire. Alors, c'est-à-dire que c'est pas prouvé que ça soit une erreur. On peut comprendre Rambam d'une manière, on peut comprendre Rambam d'une autre manière. Maintenant, un moment T, c'était juste. Ça veut dire que T plus 1, on peut bouger. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment T, c'était faux. Il y en a beaucoup qui pensent la vérité, beaucoup pensent que la vérité est comment? Immuable. Voilà. La vérité est immuable. Alors, le Maharal, souvent, il dit que la vérité est ponctuelle. Par exemple, nous, on étudie là. En tout cas, Ce qu'on mutable. étudie. Comment? En tout cas, mutable. La vérité peut être éventuellement éternelle, mais elle peut muter à l'intérieur de cette éternité. C'est pas immeuble éternel, c'est pareil. Oui. Alors, regardez. Nous, on étudie là maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'on a accès à la Torah en étudiant là aujourd'hui, lundi 16 mars? Oui. Maintenant, on n'est peut-être pas les plus balèzes sur Terre de tous de l'humanité. Mais ce qu'on étudie, on étudie. Quoique. Ce qu'on étudie, on étudie. C'est-à-dire que à un moment T, ce qu'on étudie, c'est vrai. Maintenant, dans l'absolu, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas compris. Mais ce qu'on a compris, on a compris. C'est-à-dire, d'ailleurs, on peut synthétiser la chose suivante. La vérité, en hébreu, ça se dit, monsieur Jonathan, Emet, Emet. Emet, c'est Aleph, même Tav. Enlevons le Aleph. Qu'est-ce qui reste? Maître, on est mort. Met, c'est ce qui veut dire mort. D'accord? Bien. C'est quoi le Aleph? Le Aleph, c'est moi. Si moi je crois que la vérité, elle est absolue, indépendante de nous, alors la Torah, elle est morte.
Mais si je mets le Aleph, c'est-à-dire moi qui suis ici, Annie, alors elle est vraie. Et moi qui croyais C'est que le ça. Aleph, c'était lui. Oui, mais moi je magouille en disant que c'est moi, c'est Annie. D'accord. Mais alors, vraiment, Mais Euh, voilà. j'aime bien ton interprétation parce qu'elle rejoint une chose qui me tient à cœur, à savoir que cette histoire de vérité quantique est l'invention en fait de l'antifascisme. Je veux dire par Hein. là que la vérité juridique unique, le juridisme, c'est l'instrument même du fascisme. Dire qu'il y a une seule loi et une loi permanente qui s'applique de manière intangible et à toutes les situations, c'est l'instrument de la domination des hommes sur les hommes. Et c'est l'instrument du malheur. Et ça Et que donc, existe ça, une loi intangible, oui, on a eu quelques expériences comme ça dans le XXe siècle. par exemple? Par exemple, en Union soviétique, peu importe que la loi ait pu changer au cours de l'histoire de l'Union soviétique, ou au cours de l'histoire de l'Allemagne nazie, parce qu'il y a eu des changements de loi. Mais pendant que la loi était, elle était unique, en sens unique et dans une interprétation unique. Le fait que dans sa racine même, dans sa source même, la loi puisse être à la fois A et B, ce qui est le cas auquel nous sommes confrontés maintenant, empêche de faire subir la dictature de la loi à ceux qui en sont les sujets. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais résumer ça en une phrase. Nathan, tu veux dire? Je pense dans la dialectique juridique, il y a une importance de savoir qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la conclusion. Parce que si on prend que la conclusion logique, on ne comprend rien jamais à la loi. Il faut revenir aux causes de la conclusion, Au raisonnement. au raisonnement, qui parfois est un peu détaché de la réalité matérielle qui s'applique à la fin. Mais euh, on a besoin de tout, on a besoin de tout pour avoir on a besoin Le cheminement. voilà, on a besoin de cheminement juridique et pas de dire non, la vérité, Voilà. à la fin c'est moi qui ai raison, Beth Hillel ou Beth Shammai, et on s'intéresserait que à l'un ou pas du tout à l'autre. Alors, C'est en fait, surtout que la loi, c'est si l'un dangereux. existe, il a besoin de l'autre aussi pour exister, et à la fin, la conclusion juridique, elle a besoin des deux. Oui. Alors, ça c'est des choses. Regardez, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est toujours important, c'est éternel, cette problématique. Hein. C'est une problématique très importante. Mais aujourd'hui, où on a des outils avec l'intelligence artificielle, des outils de décision, comment? on est sur du net. On a enlevé Euh, c'est extrêmement problématique parce que, par exemple, quand on utilise l'intelligence artificielle, eh bien, euh, on veut avoir une vitesse pour arriver à une capacité de décision qui se veut infaillible à la limite. Hein. On cherche l'infaillibilité et qui est quelque part déconnecté de la faillibilité humaine. Or, cette faillibilité humaine, l'imbécile pense que c'est une faiblesse. Mais dans notre tradition, la faillibilité humaine est au contraire l'incarnation, le fait que cette vérité, elle est incarnée, elle est vécue. Elle est vécue Puis-je par introduire une quelqu'un, nuance? même si on peut se tromper. Puis-je Même si on introduire une peut se nuance? tromper. Il me semble Comment? que le sujet. Puis-je introduire une nuance? Il me semble que le sujet n'est pas du tout celui de la faillibilité, ni de l'erreur, mais plutôt du fait que le droit, en tant que tel, est un instrument de violence et que c'est dangereux, et que surtout lorsqu'il est univoque, et que lorsqu'on a une possibilité de bivalence du droit, ou de multivalence du droit, on échappe à la violence du droit. Oui, c'est-à-dire, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que le Merci. but du droit n'est pas asseoir un pouvoir, mais autre chose. Le but du droit, en tout cas talmudique, me semble-t-il, c'est d'arriver à des solutions sur des éléments de vie
et non pas d'asseoir une décision par la violence. Et c'est cette subtilité-là que nous découvrons maintenant, que en fait, comment ça, l'accès dans la panse du veau, qu'il soit cachère ou pas cachère, ce n'est pas tellement la solution qui nous importe que le fait que l'on puisse arriver à une solution, qui soit une solution adaptée au moment où la question se posera. Voilà, C'est ça. c'est ça le mot de ça. C'est Et ça. donc, c'est Alors, un lien. Donc, ça met en filigrane l'existence d'un lien entre la question et l'auteur de la question. absolument. C'est très important. Je synthétiserai peut-être de la manière suivante. Il y a un grand décisionnaire qui est décédé il y a 14 ans. C'est Rav Yosef Shalom Eliashiv, Rav Eliashiv, qui était vraiment un géant dans Torah, une personnalité unique en son genre. J'ai connu des élèves à Rav Eliashiv, et mon fils Akiva je pense qu'il étudie encore avec un élève de Rav Eliashiv. Et cet élève, il a un nom très compliqué qui se termine par ski, mais à part ça, j'arrive jamais à retenir tellement il a un nom compliqué. Et cet élève-là a dit à mon fils Akiva que Rav Eliashiv n'a pas écrit de livre. Ah, mais c'est des notes. Ouais, c'est des notes de ses élèves, mais lui n'a jamais écrit de livre pour que ces décisions légales ne soient pas figées. C'est lui qui a décidé ça. Ouais. Pour que ces décisions ne soient pas figées. Mais comment dire, c'est un niveau parce que c'est un niveau parce que ouais, c'est une abnégation. Ce qu'on aurait aimé qu'il laisse à la postérité des écrits, Grave. hein, n'est-ce pas? C'est vrai que, Et puis surtout, Si c'est je une peux me humilité permettre, considérable. quand même, Comment? si je peux me permettre quand même, le Rav Eliashiv en lui-même, il doit être conscient au moment où il prend cette décision. Pas être conscient, mais il doit se dire, voilà, je dois être convaincu qu'il a personnellement pas besoin d'écrire un livre. mais Pour nous, les on a autres. besoin. Pour les autres. Non, Oui, on il a ne doit besoin. pas. On a besoin de- Alors, Il ne alors doit pas regardez. écrire. Donc maintenant, on revient à notre Gemara. On revient à notre Gemara. Et la Gemara, je reprends la phrase parce que c'est une phrase extrêmement importante qu'on a vue déjà dans le troisième Pérec. On a déjà vu cette phrase dans le troisième Pérec. Et là, Amar Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, la Kashia. C'est pas une question. Pourquoi même dans la même Mishnah, la première phrase et la dernière phrase se contredisent, Rabotai. La première phrase, la troisième phrase se contredisent dans la même Mishnah. Pourquoi? Kan Kodem Chazara, Kan Lachar Chazara. Là, c'est avant que Rabbi Yoshua revienne, et ça, c'est après qu'il soit revenu. Ou Mishnah Lozazamim Koma. Et que le premier enseignement, même si on est revenu de lui, on le laisse quand même en place. Parce qu'il n'est pas faux. Même si ce n'est pas la conclusion, mais il n'est pas faux. Regardez, ça c'est juif. Je Non, mais n'aurais ça, jamais c'est appris que juif. ça. Ah, mais ça, c'est juif. Je n'aurais appris que ça. cela de la Torah que je serais déjà heureux. Comment Je n'aurais appris que cela de la Torah que je serais déjà très heureux. Comme on l'a vu dans la philo. Ça, C'est formidable. Dans le concret, on voit que dans Marc, tu nous écris un article là-dessus en 4 pages. Seulement 4 pages. Oui, mais tu ne le fais pas avec l'intelligence artificielle, hein, tu bosses. Mais je bosse, mais ça n'empêche pas d'utiliser l'intelligence artificielle. Quand j'utilise un stylo, je bosse aussi. Non, non, tu nous fais un article là-dessus? D'accord. Je vais essayer en tout Hein? cas. Kouftet Zayn Amoudbet. Ok. Mais là, c'est vraiment l'arme secrète du judaïsme, là. C'est plus que ça, même. C'est des étincelles de divinité. Et vous voyez, De divin, plutôt. Jonathan, je ne sais pas, on est nature, hein, on fait comme on fait, on s'exprime. Hein. Il y a, quand il y a eu le 7 octobre,
Donc, il y a eu un déferlement de haine hein, par rapport au peuple juif, qui était. On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas au 7 octobre, on ne s'attendait pas aux effets secondaires, qui étaient terribles. Il y a un goy qui, de manière indéfectible, a défendu la communauté juive, c'est Pascal Bruckner. Moi, j'ai lu des articles de ce Pascal Bruckner et j'ai été vraiment impressionné. Et j'ai pris contact avec lui. Et je l'ai invité au gala qu'on a fait il y a 2 ans de l'Yeshiva. Mais d'abord, j'ai discuté beaucoup avec lui. Et comme lui, c'est un penseur, disons, conséquent, qui a écrit des livres excellents au fil des années. Ça fait déjà 30 ans, il écrit des livres très, très intéressants. Alors, lui, qui est très proche de la communauté, il a écrit un livre il y a, je sais pas, 35 ans, avec Alain Finkielkraut, sur le nouveau désordre amoureux, etc. C'est un très, très bon livre. Il y a 30 ans, 40 ans, il a écrit ça avec son copain, Alain Finkielkraut. Il a toujours été proche des Juifs. Et je lui ai demandé, monsieur Pascal, je lui ai demandé, dites-moi, comment ça se fait que la pensée talmudique soit tellement absente de la pensée occidentale? Certes, Emmanuel Levinas a donné sporadiquement un certain éclat à certains aspects de la pensée talmudique, mais bon, Lévinas, c'était vraiment ponctuel, mais la pensée talmudique est complètement absente de, euh, de l'échantillon de pensée qu'on trouve en Occident. Même d'inspiration. Comme par exemple, tu peux voir les goyim, ils aiment bien parler, je ne sais pas, de bouddhisme ou je ne sais pas quoi, mais le Talmud n'apparaît pas du tout. Alors, ce monsieur, il m'a dit, eh ben moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Talmud. C'est incroyable quand même. Non, lui-même, qui est proche de la communauté juive et a un amour profond du peuple juif, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le Talmud. C'est dingue. Non, C'est c'est pas ça qui est dingue. dingue. C'est pas ça Mais qui est dingue. c'est Prends un dingue. échantillon quelconque, prends un échantillon Et quelconque même, de pas juifs. seulement ça, et même dans la communauté, Voilà. et même dans la communauté, Oui, voilà ce que j'allais dire. même dans la communauté. Tu as, regarde, tu prends tous les feuges qui vont Prends un manger des échantillon de 10 pizzas dans juifs. les pizzas cachères, C'est bon, les pizzas ouais, cachères. et ils connaissent, excusez-moi l'expression, sans acrimonie, ils connaissent le Yanouka, mais ils connaissent pas le Talmud. Et Lucas, il étudie un peu le Talmud. Bon, non, mais d'accord, mais non, j'aime bien Yanouka, j'ai pas un problème avec lui, c'est pas ça le problème, mais Non, mais j'allais parler de ça justement, que même dans le monde, c'est moins évident le Talmud. voilà, dans le monde juif, bon, tu as quelques cercles, talmudiques, pour Hachem, mais les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font les gens des Shivot, tous ces gens des Shivot en Israël? Mais Mais ils on n'a font pas rien. conscience. Bon, c'est connu, c'est des parasites. Alors C'est des parasites sociaux. tout ça pour dire que lorsqu'on voit une Gemara comme ça, presque, mais même on peut remercier Hachem de garder notre arme secrète. Parce que c'est de la bombe. C'est de la bombe nucléaire. C'est exactement ça. C'est de la bombe nucléaire. Si le petit Albert et ses copains, ils ont inventé la bombe atomique, ils ne connaissaient pas ça. Mais ils Tu, avaient tu- dans leur âme cette vibration talmudique. tu vois, rien qu'au point de vue strictement juridique, ce qu'on vient de voir là, ça fait trembler sur ses bases et sur tous ses fondements tout l'empire du droit hérité de la Grèce et de Rome jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un truc inconcevable en réalité
qu'il puisse y avoir un droit qui dise à la fois A et B, et que les Ouais. deux soient simultanément vrais. C'est très important. Alors, j'explique, hein, parce que Jérémy connaît Marc, mais Jonathan, tu connais Marc Lipsker? Je Mais crains que non, enchanté. hélas. Je crains que Voilà. non, et je n'ai Non, pas parce que encore eu l'honneur monsieur, de consulter Jonathan, et j'espère que ce sera le plus tard possible. non, parce que Marc est juriste, justement, donc c'est sa vie. Hein. Salut. Donc, c'est son C'est mon gagne-pain monde, derrière nous. OK, mon Mon amour en dada. tout cas. on continue. Alors, ici, ce qui est bien, c'est qu'on espère ne pas avoir besoin des médecins, pas besoin des avocats. Et que feraient les mères juives alors? Il y a euh, ma famille, c'est des juifs polonais de Nancy. Et alors, mon père est un grand médecin, c'est un grand gynécologue, obstétricien. Et alors, il m'avait invité, il y a un cercle, à l'époque, ça fait 40, un peu plus de 40 ans. Il m'avait invité à faire un cours de Gemara au cercle des Juifs polonais là-bas à Nancy, qui étaient tous, à une époque, ils étaient communistes, etc., machin, mais il n'était plus, mais bon. Donc, il y avait un monsieur qui était un ancien résistant, grand résistant, monsieur Henri Kricher, m'a introduit avant mon exposé. Il a dit, ce qui est bien avec le fils de Léon Zizek, c'est qu'on n'est pas obligé d'être malade pour l'écouter. Parce que tous les gosses, tous les fils des copains de mon père, ils étaient tous médecins. Il n'y a que le fils de Léon Zizek qui n'était pas médecin, tu vois. Donc, ce qui est bien avec le fils de Léon Zizek, c'est qu'on n'est pas obligé d'être malade pour le fréquenter, tu vois. C'était excellent. Ce étant, on continue. OK? Bien. Mishnah Zohar. Amar Rabbi Chia, on est à troisième ligne. Amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan. Ma'midi bekevat nevelot ve'en ma'midim bekevat shritat ovet kochavim. Shritat Ovet Kochavim, ça existe, ça? Alors, on va voir, c'est une bonne question. Alors, Rabbi Chia baraba il dit, au nom de Rabbi Yochanan, on peut faire du fromage avec du caillé d'animal nevela. Puisque finalement, la conclusion, c'est que le caillé qui est dans un animal nevela, il est caché. Voilà. Avec tout ce qu'on a débattu. C'est la conclusion. Mais on ne fait pas du fromage avec du caillé d'un animal auquel le goy a fait la shrita. A fait Shrita dans le l'abattage. sens shrita ou dans le sens abattage? Shrita. Oui, mais shrita, ça veut Alors, dire à la fois la frita c'est-à-dire, telle qu'on l'entend shrita, et... C'est ça. une seconde. C'est-à-dire que c'est l'abattage par couper le cou, quoi, par couper la jugulaire, D'accord, donc ça n'a rien à voir qu'un abattage rituel. par saigner. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Amar le fadav Rabbi Shimon bar Abba. Rabbi Shimon bar Abba, il lui rétorque. Keman, comme qui tu penses? Qui Rabbi Eliezer d'Amar Stam Archevet Ovet Koravim Lavot Koravim. Est-ce qu'à dire que toi tu penses qu'a priori le goy, quand il fait l'abattage d'un animal, il pense à son idolâtrie, donc c'est pour ça. C'est-à-dire, si tu penses, sa pensée, c'est à l'idolâtrie, alors ça veut dire que c'est interdit de profiter de tout ce qui est dans l'animal. Rashi, Marchevet, Oved, Koravim, Lavodat, Kochavim, Ilkar, c'est pourquoi. Afalgav Delav Goufaï, bien que ça ne soit pas le corps de l'animal, Mitzar qui est frichit d'afilou pirsha mitzar mishum denifré. C'est ce qu'on a dit l'autre jour, que même les excréments qui se trouvent dans l'animal, le goy, il aimerait que ça soit pour son Dieu, parce que l'animal est plus gros.
Alors, est-ce que tu penses que Stam Archevet du Goy à la Vodat Kochavim, Amarlo Ve'ela, donc qu'est-ce que. Non, et l'autre, il lui rétorque. Et donc, qu'est-ce que tu crois? Et la Keman, et la comme qui? Et la Keman, Rashi. Et la Keman, Klomar, l'autre Lichol. Pourquoi tu me poses la question? Effectivement, moi, je pense que le Goy, c'est Rabbi Yochanan, je pense que le Goy, quand il fait l'abattage, quand il égorge un animal, eh bien, il a toujours la pensée de l'idolâtrie. C'est ça, Rabbi Elazar. Ça, c'est comme Rabbi Lazare. Donc, ça, c'est la thèse de Rabbi Yochanan. Regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Par exemple, les Arabes, je dis pas que ce sont des idolâtres. Mais par exemple, quand ils font l'abattage de la viande halal, ils dirigent, si je ne m'abuse, l'animal vers la Mecque. La tête. Alors, ouais, La tête vers Oui. la Mecque. parce que la kaba, c'est un truc, il cache des trucs. Oui, mais c'est un truc non, bizarre. mais qu'est-ce que ça veut dire? Que même s'ils font de la viande de boucherie, même C'est de la s'ils font de la viande, viande de boucherie, eh ben, ils c'est de la mettent viande musulmane. intention religieuse à cet acte qui, si c'est un idolâtre, est vous quelque part à leur idole. Ouais, d'après eux, Parce que l'abattage n'est pas un acte neutre. C'est pas un acte neutre, c'est pas un acte de boucherie, c'est un acte rituel. Donc un goy qui fait les gorges, Rabbi Yochanan y pense, un goy qui te fait la shrita, enfin à l'abattage de son animal, et si c'est un idolâtre, il voue quelque part l'animal à son dieu. Donc ça devient interdit de profiter. Ça c'est la thèse de Rabbi Yochanan. Ok. C'est une Qui ata présomption. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, on va refaire cette phrase encore. Qui ata Rav Shmuel bar Rav Yitzhak amar Rabbi Yochanan, ma midin ben kevat nevela ben kevat shrita tovaya shelo larouche de Rabbi Eliezer. Il y a une deuxième version des enseignements de Rabbi Yochanan que quand il est venu Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, parce que la Gemara a été rédigée en Irak, à Babel, et Rabbi Yochanan est un maître d'Eretz Israël. Quand il est venu Rav Shmuel bar Rav Yitzhak d'Eretz Israël, il a rapporté l'enseignement de Rabbi Yochanan. On peut faire du fromage avec du caillé de Nevela ou du caillé de Shrita Dovekarim parce qu'on ne prend pas en compte les paroles de Rabbi Eliezer. Donc là aussi, ça va faire plaisir à M. Marc Lipsker qu'on voit en 3 lignes 2 thèses contradictoires d'après Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que Rabbi Yochanan a dit ça, il y en a qui disent que Rabbi Yochanan a dit Vilcheta, la conclusion légale, En mamidim be'or kevat nevela, on ne fait pas du fromage avec de la peau de caillette d'anima nevela. Aval mamidim bekevat nevela bekevat shritat ovet kochavim. Mais on fait du fromage avec du caillé de nevela, du caillé d'animal auquel le goy a fait la shrita. Alors on verra demain, Bezrat Hashem, ce point qu'on ne fait pas du fromage avec de la peau de caillette, de la chair de la caillette Nevela. On verra ça, parce que c'est la notion d'Avar Amahamid, et on regarde parce que ça a des incidences, comment ça se fait que le fromage goy n'est pas cachère, surtout nous qui vivons en France, n'est-ce pas? Dans un pays de fromage. C'est le fromage. On n'a pas du pétrole, mais on a du fromage. Ok, on voit ça demain, Bezrat Hashem. Suite au prochain numéro, très bon Hashem. Bon, merci beaucoup. Salut les Bye bye. copains. Au revoir. Salut, au revoir.